مجلس ملی فرانسه. سخنرانی خانم مریم رجوی در کنفرانس پارلمانی با حضور اعضای مجلس ملی و شخصیت‌های سیاسی. ایران، استمرار قیام برای جمهوری دموکراتیک. خانم مریم رجوی: مردم ایران هرگز در مقابل این دیکتاتوری مذهبی تسلیم نشدند. با 120,000 شهید، از جمله هزاران زن و 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شده، نسل بعد از نسل شعله مقاومت همچنان فروزان است. ایران هرگز به عقب بر نخواهد گشت، نه به گذشته نزدیک یعنی عادی جلوه دادن دیکتاتوری آخوندها و نه به گذشته دورتر یعنی دیکتاتوری یک شاه. قانون‌های شورشی با خطرپذیری زیاد شعله مقاومت را روشن نگاه داشتند. برای انقلاب علیه آخوندها یک نیروی سرنگون کننده نیاز است که توان فداکاری داشته باشد. اگر فرانسه می‌خواهد در مبارزه زنان و جوانان ایران در کنار آنها باشد، باید حق مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم را به رسمیت بشناسد. باید سردمداران رژیم را مورد حسابرسی قرار دهد و لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا را در اولویت خود بگذارد. سیسیل ریهاک، نماینده مجلس ملی از گروه اکثریت رنسانس و رئیس کمیته پارلمانی: ما هر گونه دیکتاتوری را رد می‌کنیم، چه دیکتاتوری آخوندها باشد، چه دیکتاتوری سلطنتی که مدعی مشروعیت موروثی است. شعار مردم ایران که از داخل کشور به ما میرسد، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، شعار ما هم هست. آندره شاسین، رئیس گروه کمونیست‌ها در مجلس ملی: انقلاب دموکراتیک ایران با رد بازگشت به سلطنت همان اهداف انقلاب 1357 را دنبال می‌کند: آزادی، دموکراسی و استقلال در برابر قدرت‌های خارجی. اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا: دوران زنان است و ما مردانی را هم به همراه داریم و می توانیم تضمین کنیم که همه ما با هم به تاریخ بشریت این فرصت را بدهیم که کاری زیبا و عادلانه انجام بدهد. ما یک وظیفه داریم. قبل از هر چیز وظیفه دفاع کردن از امید ایرانیان. این امید یک نام دارد و یک چهره دارد. مریم مانند یک شیر می جنگد. سرانجام آخوندهای زن ستیز توسط یک زن سرنگون خواهند شد. Donc je suis vraiment très heureuse d'ouvrir ce colloque, d'ouvrir cette réunion donc, du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Je souhaite la bienvenue à nos invités qui nous ont rejoints ce soir pour enrichir ce colloque. Madame Ingrid Betancourt, merci d'être avec nous. Monsieur Alero Vidal-Quadras, merci d'être avec nous. Et Madame Dominique Attias, vraiment merci pour votre présence. Merci à mes chers vice-présidents André Chassaigne et Hervé Solignac qui sont à mes côtés. Donc il s'agit de la première grande réunion du CPID dans cette nouvelle législature. Le CPID a pu se reconstituer, on va dire au mois de septembre, au premier trimestre, et dont j'ai pris la présidence, j'ai pris la succession de ma collègue Michèle de Vaucouleurs, qui était députée des Yvelines,
et je vais tout faire pour continuer son travail. Je suis très rassurée dans cette mission parce que je suis accompagnée donc de 4 vice-présidents, chacun appartenant à un parti politique différent, qui, eux, ont la particularité, comme moi, mais d'avoir été réélus. Et donc, ça fait un petit bout de temps que mes collègues à mes côtés sont membres et vice-présidents donc, de ce CPID. Et je remercie vraiment leur présence et aussi déjà les premiers échanges que nous avons pu avoir. Tous les 5, nous appartenons en effet à 5 sensibilités politiques différentes. Mais aujourd'hui, face à vous, nous sommes les représentants d'une démocratie, de la République française, et surtout, nous avons cette même volonté de soutenir le peuple iranien dans sa recherche de démocratie, mais avant tout de liberté. Le CPID a donc soutenu, accompagné le soulèvement à travers plusieurs communiqués, notamment en décembre, après les cruelles pendaisons de 2 jeunes manifestants. Rappelons que le pouvoir des mollahs, aujourd'hui, s'il massacre, s'il tue, s'il condamne et s'il exécute, c'est bel et bien pour terroriser sa propre population, pour justement éviter qu'elle se soulève, qu'elle poursuive ce soulèvement. Et bien entendu, le CPID est aux côtés des Iraniens pour essayer de loin de leur donner ce courage dont ils ont tant besoin pour continuer à descendre dans la rue, pour continuer à se battre et malheureusement pour accepter l'inacceptable des massacres et des exécutions. Nous avons donc tenu le CPID, notre première réunion le 25 octobre dernier, un petit peu au début de l'insurrection iranienne. J'avais à l'époque, avec les vice-présidents, pris la parole dans un communiqué de presse que je vous relis avec cette première réunion donc, du CPID se tient dans un contexte particulier, car depuis plus d'1 mois en Iran, l'Iran connaît donc ce soulèvement populaire extrêmement massif porté par les femmes et les jeunes. Cette population qui demande tout simplement le respect de leurs droits fondamentaux et inaliénables. Face à cette aspiration, à ces aspirations légitimes, le régime autoritaire iranien a fait le choix inhumain de durcir sa répression. Et nous avons tous été collectivement indignés, choqués par la brutalité des images et les témoignages qui nous sont parvenus à ce moment-là. Face aux exactions commises, notamment à l'encontre des jeunes et des enfants, nous ne pouvons rester silencieux. Ces propos que nous avons tenus conjointement en octobre, nous ne pouvons que les réitérer aujourd'hui. C'est la mission donc, que nous nous sommes donnée au sein de ce comité, de ne pas rester silencieux et de porter donc, la voix du peuple iranien en lutte pour une vraie démocratie et particulièrement la voix des femmes iraniennes qui sont à l'avant-garde de ce mouvement. Cependant, le CPID a lui-même parcouru un long chemin depuis plus de 15 ans et il a partagé un certain nombre de valeurs qui correspondent parfaitement à nos valeurs républicaines. C'est ce que nous défendons dans un état de droit. Nous défendons par exemple l'abolition de la peine de mort, l'égalité complète des femmes et des hommes dans les droits politiques, sociaux, culturels et économiques. Nous défendons la participation égale des femmes à la direction politique, notamment des femmes, la liberté qu'elles doivent avoir de choisir librement leur tenue vestimentaire. Nous défendons d'une manière commune l'indépendance de la justice. Nous défendons la liberté d'expression. Nous défendons la liberté de manifestation. Et ces valeurs, nous les avons retrouvées dans le programme, le fameux programme en 10 points que Mariam Rajavi propose pour un Iran libre, débarrassé de la théocratie des mollahs. Parmi ces valeurs et principes démocratiques, il y a les élections libres, c'est-à-dire le choix du suffrage universel comme seule source de la légitimité d'un pouvoir. Et c'est pourquoi nous rejetons toute forme de dictature, que ce soit celle des mollahs, qui se donnent une légitimité divine pour réprimer violemment leur peuple, ou l'ancienne dictature monarchique qui reconnaissait une certaine légitimité par un lien du sang et de parenté. Par conséquent, ce slogan des Iraniens qui nous parvient à l'intérieur du pays et qui répète partout « à bas le tyran qu'il se nomme Shah ou Mollah », eh bien c'est aussi notre devise. Il est évident qu'il appartient au peuple iranien et à lui seul de choisir dans des élections libres le pouvoir démocratique qui remplacera la dictature religieuse en Iran. Cependant, l'engagement du CPID dès sa fondation a été
avec celles et ceux qui ont payé un prix lourd pour leur combat, pour paver un chemin, le chemin du peuple iranien à atteindre cette démocratie. Des hommes et des femmes qui ont perdu des parents, des frères, des sœurs, depuis de très longues années, de trop longues années de mobilisation pour mettre fin au régime des mollahs et qui ont enduré eux-mêmes, et il y en a un certain nombre dans cette salle, qui ont enduré eux-mêmes des années de prison. Certains ont été torturés. Et je les ai pour certaines et certains connus de près, et je leur remercierai jamais assez de m'avoir permis de comprendre la cause iranienne, de comprendre leur parcours, parce que ce sont des partages douloureux. Quand ils m'ont fait, c'est un honneur de partager justement ces moments de leur intimité. Donc en fait, merci à elles en priorité, puisque ce sont d'abord des femmes qui sont venues me voir, et merci à eux ensuite pour m'avoir accueilli aussi chez eux et de m'avoir permis donc quelque part de me cultiver et de comprendre ce qui se passait en Iran. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans la salle Colbert de l'Assemblée nationale. Le soulèvement a commencé il y a près de 5 mois et le peuple iranien, et surtout les femmes, ont impressionné le monde par leur révolte et leur courage face à l'injustice, l'inégalité et la discrimination. C'est le courage d'une jeunesse déterminée face à la mort, les arrestations et la torture. Les Iraniens vont continuer à surprendre et balayer toute la propagande sur la stabilité et le mythe de puissance du régime. Ce peuple a démontré que sa décision de renverser la dictature des mollahs est définitive. Son combat a des racines dans plus de 40 années de résistance organisée. 120 000 martyrs, y compris des milliers de femmes et 30 000 prisonniers politiques massacrés en 1988, montrent que le peuple iranien n'a jamais cédé devant cette dictature religieuse. Génération après génération, la flamme de la résistance a continué à brûler. Certains sont pressés de faire croire que la répression peut étouffer le soulèvement. Non, jamais. Rien ne sera plus comme avant et l'Iran ne va pas retourner en arrière, ni au passé proche d'une normalisation de la dictature des mollahs, ni au passé plus lointain de la dictature d'un shah. Le peuple a dit clairement dans son slogan « Nous n'avons pas fait des sacrifices pour nous plier devant un guide criminel et aussi abat l'oppresseur, qu'il soit shah ou mollah. L'alternative est un Iran qui regarde vers l'avenir. Après un siècle de souffrance, le peuple iranien ne veut plus de dictature. Au début de ce nouveau siècle, il veut une république démocratique, moderne, libre, avec la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des femmes et des hommes, sans torture, sans exécution, sans savak, la police de Shah, sans miliciens de Basij et sans gardien de la révolution. L'époque d'un démagogue comme Khomeini est révolue. Il disait à Neufchâteau qu'il faut être tous ensemble pour voler la révolution du peuple iranien contre le Shah et pour construire une dictature religieuse afin d'éliminer les autres. Tous ensemble, pour Khomeini, voulait dire tous avec moi, sinon ce sera la mort. Le peuple iranien ne va pas encore laisser
volé sa révolution par des soi-disant opposants téléguidés par Téhéran. Le renversement du régime, une vraie république et la séparation de la religion et de l'État sont les principes de base que le CNRI propose à tous les Iraniens épris de liberté et toutes les forces démocratiques. Mesdames et messieurs les députés, chers amis, le régime ne peut plus arrêter le soulèvement. Il n'a pas de solution pour le mécontentement social. Malgré les arrestations, les unités de résistance prennent des risques énormes pour garder allumée la flamme de la résistance. Elles portent le message de la résistance dans les villes et les provinces d'Iran. C'est une force combative, jeune et organisée. Pour faire une révolution contre les mollahs, il faut une force de renversement capable de sacrifice. Le régime a reconnu que beaucoup de leaders du soulèvement qui ont été arrêtés sont des membres des unités de résistance. Ces derniers mois, les médias du régime, le guide suprême des mollahs et son président, le chef du judiciaire, le chef des pastoraux et le président du Majlis, qui est un ancien pastoran, ont multiplié leurs attaques contre la résistance iranienne. Le régime n'a jamais arrêté les campagnes de terrorisme et de diabolisation contre la résistance iranienne. Il mène une politique officielle et criminelle de prise d'otages de citoyens étrangers pour faire du chantage. Il fait le même chantage avec les Iraniens à l'étranger et prend en otage leurs familles ou leurs biens pour les obliger à condamner ou à ne pas soutenir la résistance iranienne. Nous disons que pour faire cesser ces prises d'otages, il ne faut pas céder au chantage. Si la France veut se tenir aux côtés des femmes et des jeunes qui luttent en Iran, elle doit reconnaître le droit des Iraniens à renverser ce régime. Elle doit demander des comptes aux dirigeants du régime et surtout, elle doit placer dans ses priorités l'inscription des pastoraux sur la liste du terrorisme de l'Union européenne. Perdre du temps permet à la machine de mort et de guerre des mollahs de continuer. Les députés français peuvent jouer un rôle efficace pour avancer vers cet objectif. La France, pays de la résistance et des droits de l'homme, peut jouer un rôle d'avant-garde dans cette voie pour la liberté. Je vous remercie. Je sais que vous êtes très occupés et que c'est un jour très spécial. Et je vous remercie de faire cette parenthèse, de laisser ce dossier passionnant des retraites pour vous pencher quelques instants sur un dossier tout aussi passionnant, puisque c'est celui qui incarne toutes nos valeurs, tous nos principes. C'est le dossier des vies humaines sacrifiées en Iran par une dictature terroriste, théocratique. Et je crois que pour nous tous, démocrates, républicains, il s'agit véritablement d'un moment de réflexion sur les autres, évidemment, mais sur nous-mêmes. C'est sur nous-mêmes que je pense qu'il faut que nous réfléchissions. Et je dois dire qu'en étant ici, je me suis souvenu la première fois que j'ai été invitée à un colloque similaire pour la défense de la résistance iranienne. C'était quelques mois après ma libération.
Et je suis venue de la main d'un homme que nous admirons tous, Elie Wiesel, qui nous a quittés, mais c'était un homme extraordinaire. Et je crois que, je dois dire que chaque fois que je viens, que je suis dans une réunion de la résistance iranienne, je pense souvent à lui, parce que je me demande si j'aurais continué, si je n'avais pas eu cette autorité morale qui m'avait ouvert l'espace de la mise en contact, de l'amitié avec la résistance iranienne. Et je le dis parce que après ce colloque dans lequel je suis intervenue, et je dois dire que j'étais toute frêle, je sortais de 6 ans et demi de captivité, je sortais des mains de terroristes, communistes, enfin j'avais quand même des cicatrices partout. J'ai été inondée, ensevelie d'insultes et de critiques. Et j'en parlais là, il y a un moment avec Dominique, parce qu'on partageait cette expérience qui est celle de nous tous. Chaque fois que nous prenons la défense de la résistance iranienne, nous sommes immédiatement pris comme cible, personnellement, d'une façon très très violente. Et voilà, ça m'a beaucoup dérangée. Je me suis dit que peut-être je m'étais trompée. Et j'ai pris sur moi de lire et d'essayer de savoir où j'étais, pourquoi j'étais là, et d'utiliser toutes mes antennes, de tout ce que j'avais compris dans la vie pour voir quelle était la vérité, de chercher la vérité. Évidemment, terroriste, je connaissais. Communiste, je connaissais. Violence, je connaissais. Et j'ai commencé à lire sur cette résistance, à comprendre le mouvement, à comprendre l'histoire. Et peu à peu, j'ai commencé à voir quelque chose de différent, qui était aussi, qui répondait, qui faisait écho à mon expérience personnelle. C'est que les critiques qui étaient contre moi, mais qui étaient aussi contre le mouvement, avaient toujours une signature, une narrative qui m'incommodait parce que je la trouvais terriblement misogyne. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de misogynie dans la narrative qui porte les critiques contre ce mouvement. Et en particulier, je me souviens de m'être arrêtée sur le terme de culte. Il parlait de cette femme que je venais de connaître, donc Myriam Radjavi, et les critiques disaient que c'était des illuminés, que c'était une secte dont la figure de Myriam Radjavi était la personne qui donc menait ce bal de gens totalement naïfs, manipulés, sans information. Et là, j'ai fait un stop parce que j'ai moi-même été victime de ce genre d'attaque dans lequel je crois que quand on est femme et qu'on est dans la vie publique, on nous attaque de façon différente. Enfin, les attaques pour les hommes et les attaques pour les femmes ne sont jamais les mêmes. Et pour les femmes, c'est toujours par rapport à la manipulation. Et je me souviens, par exemple, lorsque j'ai été libérée, d'avoir confronté durement, et je continue à le faire d'ailleurs parce que c'est toujours sur l'agenda, un mensonge qui était celui que moi, femme inconsciente et imprudente, j'avais tout fait pour me faire kidnapper par les FARC et que c'était donc de ma faute. Et que lorsque je suis revenue, essayer de parler après 6 ans et demi d'un mensonge, d'une narrative qui a été rabâchée des années durant, essayer de faire comprendre aux gens que je n'avais aucun intérêt, que je n'étais pas du tout cette personne c'était très très difficile, parce qu'il y avait l'image qui avait été mise sur le net, qui avait été médiatisée, et essayer de faire résonner les gens d'une autre façon était difficile. Et c'est là où je me suis dit, je veux me rapprocher, je veux comprendre qui ils sont. Et j'ai commencé, alors après, disons, ces premiers moments, il y a eu la rencontre personnelle avec ces femmes qui font, et ces hommes aussi, mais beaucoup ces femmes que nous voyons ici, avec Myriam Radjavi et beaucoup d'autres, qui en fait ont pris le leadership du mouvement et qui sont le visage de ce mouvement. Et j'ai voulu comprendre qui elles étaient, pourquoi
Est-ce qu'elles avaient pris ce combat? Quel était le prix qu'elles avaient payé? Pourquoi est-ce qu'elles continuaient, après des décennies d'opposition, loin de chez elles, loin de leur pays natal? Comment se faisait-il qu'elles soient encore capables de combattre? Parce que c'est vrai que quand le temps passe, c'est dur de se maintenir. Et c'est là que j'ai compris des choses comme, par exemple, le fait que, oui, quand on est en face d'organisations terroristes, et un État terroriste, c'est une organisation terroriste, il faut s'organiser. On n'a pas le droit de ne pas s'organiser face à l'attaque d'une force terroriste. Et pour la résistance iranienne, s'organiser, c'est aussi avoir pris une structure hiérarchique nécessaire pour faire face à toute cette instigation, cette désinformation, ces tentatives d'infiltration, ces meurtres. Et je le dis en connaissance de cause, puisque j'étais effectivement là en juin 2018, le jour où les Iraniens, et quand je dis les Iraniens, je veux dire le gouvernement iranien, avait envoyé ses diplomates et ses espions pour nous tuer dans un attentat qui devait avoir lieu à Villepinte, et qui, s'ils avaient réussi, nous ne serions pas là pour en parler. Donc, pour moi, le rapport que j'ai avec cette résistance, je veux le partager avec vous parce que je sais que nous avons tous été désinformés, ou en tout cas, on a tenté de le faire, que c'est dur de prendre parti, que moi, de mon côté, je me dis que s'il y a autant d'attaques, c'est parce qu'on est du bon côté, et ça me rassure. Et que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Iran, et que ce sont les femmes qui font cette révolution, que ce sont elles qui sont au devant de la scène, qui sont en train de se battre contre ces mollahs misogynes, terroristes, criminels, assassins, eh bien je suis très fière d'être ici avec vous, de pouvoir témoigner, de pouvoir vous dire aussi que je connais Myriam Radjavi, que c'est une amie, j'ai appris à la connaître. Avec le temps, ça fait beaucoup d'années, plus de 10 ans, que je vous accompagne. Et la relation que j'ai avec Myriam Radjavi est très personnelle, de femme. Nous avons toutes les deux beaucoup souffert. On a pris des engagements. J'ai toujours admiré le fait qu'elle ne s'est jamais rendue. Elle continue. Et je me dis qu'un jour, j'ai envie de la voir là où elle doit être. C'est-à-dire en Iran. Je veux qu'elle soit cette figure qui va réussir à remettre dans les mains des Iraniens une véritable démocratie. Je veux que ce soit elle qui fasse la transition. Et là, je dois aussi partager avec vous mon étonnement. Parce que je ne comprends pas comment nos gouvernements, qui voient cette organisation, qui depuis 40 ans se battent et dénoncent, ce sont eux qui ont donné l'information aux États-Unis sur le programme nucléaire des Iraniens, du gouvernement iranien des mollahs. C'est eux qui ont donné les informations depuis l'intérieur de ce qui se passe en Iran, qui dénoncent la violation des droits de l'homme, qui dénoncent les pendaisons, les assassinats, les exécutions sommaires. Nous avons compris qu'il y avait eu un génocide en 1988 grâce à ce mouvement qui nous ont montré les tombes, qui nous ont montré les personnes qui avaient réchappé de cette massacre et qui sont aujourd'hui les témoins très importants pour nous, pour pouvoir nous souvenir de ce qui s'est passé en Iran. Et bien maintenant qu'il y a cette révolution et que les gouvernements occidentaux sont obligés de se poser la question de la transition, eh bien c'est comme s'ils voulaient ne pas regarder ce qui se passe du côté de ce mouvement et dire ben oui, mais il faut unir et attendez, c'est quand même cette résistance qui a uni depuis des années toutes les oppositions en Iran. Alors je me pose la question de savoir, et je le dis avec toute franchise et je le dis ici devant vous tous, est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, dans nos sociétés occidentales, un peu misogynes? Est-ce que si c'était un homme
on ne le prendrait pas plus au sérieux? Est-ce qu'il faut être un homme pour avoir le droit de confronter la tyrannie et les dictateurs? Est-ce qu'il faut être un homme pour avoir la crédibilité de raconter sa souffrance? Est-ce qu'il faut être un homme pour avoir le droit de faire la transition vers un monde démocratique? Et moi, je clame le droit des femmes. Aujourd'hui, la femme iranienne est celle qui doit avoir le leadership de cette transition. Et nous avons une femme qui depuis 40 ans organise ce mouvement, que si jamais il n'était pas organisé comme elle l'a organisé, il n'y aurait pas de révolution aujourd'hui, de protestation face aux crimes atroces de Mahsa Amini. Il n'y aurait pas non plus la possibilité, comme aujourd'hui on le débat, que les gardes de la révolution iranienne, l'organisation, soit considérée comme une organisation terroriste. C'est finalement tout ce travail qui porte ce que nous voyons en ce moment. Et tout d'un coup, on nous dit « Ah ben non, oui, mais il faudra qu'on regarde ailleurs ». Et je pose le débat parce que je crois que nous, qui connaissons ce qui se passe dans ce mouvement, qui connaissons, qui suivons depuis autant d'années le drame des Iraniens, je crois que nous avons un devoir. Le devoir d'abord de défendre l'espoir des Iraniens. L'espoir, c'est tellement important, l'espoir. Et cet espoir, il a un nom, et il a un visage. Et je crois que nous devons tout faire pour que les portes des gouvernements, de nos gouvernements, ici en Europe, en Angleterre, qui ne fait plus partie de cette Europe organisée, mais qui est quand même l'Europe, des États-Unis, que tous ces gouvernements qui ont vu Myriam se battre comme une lionne, qu'ils aient le courage de l'accompagner. Et je crois que c'est à nous de pousser ces portes. Et je voulais profiter de ce moment que nous avons tous ensemble pour vous demander de nous unir. Je crois que c'est le moment des femmes, et nous avons des hommes, pour faire que nous tous ensemble, nous puissions finalement donner à l'histoire de l'humanité la possibilité de faire quelque chose de beau et de juste, et de rendre ce qui est à César, ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu, et de nous dire que finalement, les mollahs misogynes vont être renversés par une femme. Je voudrais tous vous saluer aussi les anciens députés qui sont présents. Je vois notamment Carole Bureau-Bonnard, que je rencontre avec plaisir. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, même si nous n'avons pas siégé sur le même banc. Et aussi mon vieux camarade Jean-Pierre Brard. C'est lui qui, il y a 15 ans, m'a pris par la main et m'a fait découvrir la cause iranienne. Et je ne le remercierai jamais par rapport à ça. C'était pas forcément facile, effectivement, puisqu'on siégeait dans le même groupe. C'était pas forcément facile de faire ce choix-là. Moi, je l'ai fait malgré des oppositions, malgré effectivement des tentatives de déstabilisation, comme si j'étais pas suffisamment intelligent pour les comprendre de ce qui se passait. Et encore, on écoute très couramment, régulièrement, des remises en cause, des choix que l'on a fait, que j'ai fait personnellement, que d'autres ont fait, que je ne regrette pas. Et puis la jeune kurde Mahsa Amini, cette colère qui se développe avec les étudiants, avec les femmes, j'aurais sans doute dû dire les femmes en premier d'ailleurs, hein, les étudiants, les salariés, et le soutien d'une immense majorité de la population. Et pourtant, une répression qui est sanglante. Et on se demande même comment, malgré cette répression, le peuple continue à être autant mobilisé. Bon, il faut savoir qu'en Iran, vous le savez mieux que moi, que constituer des syndicats, manifester, faire grève, exprimer des opinions, des convictions déplaisant au gouvernement, c'est considéré comme des crimes. Des crimes
que le régime iranien réprime en généralisant les sévices, la torture, en appliquant des peines terribles, en effectuant des exécutions arbitraires. Et malgré cette répression incroyable, le peuple résiste. Et cette répression s'inscrit dans une volonté de créer une atmosphère de peur pour dissuader toutes celles et ceux qui voudraient lutter pour de justes revendications. Et quand même, le mouvement continue et s'amplifie. Et la détermination du peuple iranien est intacte, en appelant à la chute du régime, et ça a été dit avant moi, tout en refusant, bien évidemment, un éventuel retour de la monarchie que certains verraient d'un très bon œil. Soyons conscients en effet que la révolution démocratique déclenchée en Iran depuis 5 mois contre la dictature religieuse poursuit les mêmes objectifs, je dis bien les mêmes objectifs, que la révolution qui a renversé le régime du Shah en février 1979, c'est-à-dire la liberté, la démocratie, l'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Faut-il préciser que ça signifie, bien évidemment, de refuser toute nostalgie pour les dynasties du passé. Et ce n'est pas un hasard. C'était le deuxième point que je voulais développer. Si la colère et l'élan révolutionnaire continuent dans cette société, malgré la répression, je tiens à le dire et le redire, nous le devons pour beaucoup aux unités de résistance formées depuis plusieurs années à l'intérieur du pays par l'opposition organisée et par les moudjahidines du peuple d'Iran, l'OMPI. Jamais ils n'ont cessé de défier la répression. Ils ont lutté continuellement contre le régime et font pas partie de ceux qui aujourd'hui sortent la tête sans avoir rien fait depuis des années. L'OMPI, qui a lutté contre le régime, et aussi en s'attaquant aux symboles du régime pour encourager la population. Et je le dis en compagnon de route, je pourrais dire. Je le dis en connaissance de cause, puisque j'accompagne, depuis sa création, le comité parlementaire pour une république démocratique, grâce, je l'ai dit, à Jean-Pierre Brard. Et je peux témoigner, puisque je suis sans doute le plus ancien, je suis le plus ancien du CPID ici présent, je peux témoigner que malgré d'énormes obstacles sur son chemin, le mouvement CNRI-OMPI n'a jamais relâché ses efforts. Obstacles tels que les exécutions et arrestations de ses membres, le terrorisme d'État, des diplomaties hostiles pour étouffer la cause de la démocratie en Iran, la diabolisation par les lobbies des mollahs dans les médias, et je pourrais même dire l'instrumentalisation de certains opposants pour neutraliser le mouvement. C'est des choses qu'il faut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'évolution du temps nous a donné raison en faisant ce choix-là. L'Iran est allé dans le sens de l'analyse que nous présentait ici même, en janvier 2022, Mme Rajavi. C'est-à-dire, elle nous disait, beaucoup étaient présents lors de cette rencontre, elle nous disait qu'on avait en Iran une situation explosive sur le plan économique et social, que le régime se durcissait, devenait plus brutal et répressif, et déjà laissait monter l'espoir d'une révolte que j'appellerais plutôt révolution. Il est donc temps de tourner la page de ce régime anachronique que les Iraniens cherchent à jeter, je vais peut-être utiliser un mot fort, que les Iraniens jettent à jeter dans les poubelles de l'histoire, veulent jeter dans les poubelles de l'histoire. Il faut quelquefois employer des mots forts. Et il est donc temps que le gouvernement français, mais pas seulement le gouvernement français, des gouvernements européens dans leur ensemble et beaucoup plus largement, se placent aux côtés du peuple iranien et reconnaissent son droit à résister devant un tel régime et le droit de se défendre légitimement devant les forces répressives. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous, ici, les députés, membres du CPID, nous prenons nos responsabilités, nous les avons pris depuis longtemps et nous continuerons à marcher sur ce chemin.